Moi, je suis avec mes rebeux. Ouais, le compte à rebours est lancé. Bassem. Smahli pour, tu vois, les détails et tout. Frère, je sais que t'as un vrai... Toi, t'es dans le combat, frère. Moi, je suis contre le métissage. Je suis contre le métissage. Moi, quand je vois un Renoir avec une beurette, ma tête, elle fume. Tu comprends? Je suis contre le métissage. Je suis contre l'alliance avec les Renoirs. Je suis contre l'alliance avec les Renoirs. Je vous ai envoyé quelques pics sur mes vidéos, vous les avez pas vus. Quand je disais que eux, ils sont presque comme les animaux. Comme les animaux, quoi. J'ai envoyé des pics, mais les gens n'ont pas vu. Les vrais, je sais qu'ils ont vu. Moi, je vais vous dire une chose. Le compte à rebours, il est lancé. Et j'ai plus de respect pour les Français. Je respecte plus les Français. Et j'ai rien contre les Français. Mais vous, les Renois, je vous aime pas. Respect pour les Français. Je respecte plus les Français. Et j'ai rien contre les Français. Respect pour les Français. Je respecte plus les Français. Et j'ai rien contre les Français. Octobre 1961, 20h30. Un étrange silence se fait dans Paris. 30 000 Algériens venus des bidonvilles surgissent soudain des bouches de métro et s'avancent sur les boulevards, sans un mot, sans un cri. Depuis le début d'octobre, le gouvernement Michel Debré a décrété le couvre-feu pour les Maghrébins. Chaque soir, à partir de 20h30, c'est la chasse aux faciès. Ce soir, le FLN a décidé de réagir. C'est la première fois depuis le début de la guerre, en 1954, que les Algériens prennent le risque de manifester ainsi dans les rues de Paris. Passé les premiers moments de stupeur, c'est tout de suite la répression. Quelques photos, quelques mètres de film, aucun son, c'est tout ce qu'il nous reste de cette nuit de violence organisée. Une nuit que les Français, pendant 20 ans, ont tout fait pour oublier. Comme en 1942, pour la grande rafle du Veldiv, les bus parisiens ont été mis à contribution. En quelques heures, ils ont transporté 11 538 prisonniers, officiellement recensés, vers le Palais des Sports et le Parc des Expositions, porte de Versailles. Ils y resteront 3 jours sans manger, croupissant dans leurs excréments. Mais pour certains manifestants, c'est sur le pavé des boulevards que le voyage a pris fin. Il y avait là un quart de police. Le gardien s'est affolé, il a tiré. Et juste ici, à l'endroit où nous sommes, il y avait 3 cadavres d'Algériens. L'impression que j'en garde, moi, c'est que le peuple de Paris, ce soir-là, s'est transformé en indicateur de police, en auxiliaire de police. Il montrait du doigt, il disait là, monsieur l'agent, en désignant les Algériens qui allaient fabriquer dans des maisons. C'est ce jour-là qu'un mot nouveau a fait son apparition dans la langue française, ratonnade. Bon, d'abord, ils ont commencé à dire, on va les donner un coup de mitraillette. Quand on a descendu à la canal entre Saint-Denis et Gennevilliers. Et dans une place squale noire, et très noire la nuit, il y avait 11h le soir. Bon, ils ont, après, l'autre, il a dit, non, il ne faut pas tirer le cartouche, il est compté. Après, ils ont jeté les vieux. D'abord, et après, nous, ils ont avancé encore les camionnettes dans la noire, ils ont jeté nous 5 dans l'eau. À l'Institut médico-légal, on a recensé 60 cadavres d'Algériens. Au conseil municipal de Paris, Claude Bourdet demande à Maurice Papon s'il est vrai que 50 Algériens ont été tués à la préfecture de police. Le préfet de police ne répond pas. D'après le FLN, il y a eu 200 morts et 400 disparus. D'après Roger Frey, ministre de l'Intérieur, 2 morts, 64 blessés. À l'Assemblée nationale, Claudius Petit, qui pourtant n'appartient pas à l'opposition de gauche, le prend violemment à partie. Par cette mesure d'un couvre-feu, on s'engageait dans une politique raciste, qui était du même ordre que la politique raciste que nous avons connue sous l'occupation. Je respecte plus les Français. Et j'ai rien contre les Français. Les mines antipersonnelles, des engins de la mort qui ont fait plusieurs milliers de victimes en Algérie. Elles ont été posées par les forces coloniales le long des lignes Charles et Maurice à l'est et à l'ouest du pays afin d'empêcher la voie de la révolution algérienne passer au-delà des frontières. L'idée était d'isoler les moudjahidines qui étaient dans les maquis du monde extérieur et les priver de tout contact et moyens d'approvisionnement qui pouvaient nourrir la révolution. Plusieurs hommes y ont laissé leur vie, d'autres grièvement blessés, mutilés, voire même piégés sur ces lignes. Mais grâce aux efforts des unités de l'armée nationale populaire et au travail des unités d'artificiers, l'opération de destruction des mines antipersonnelles lancée depuis l'indépendance dans les zones frontalières est sur le point d'être achevée. Plus de 8,5 millions de mines sur près de 11 millions implantées par les forces de l'occupation française ont été neutralisées.
Les statistiques font état de 11 communes qui souffrent toujours de ces engins. Ces dernières se situent à Tarf, Soukharas également au niveau des frontières est et à N'Ama sur les frontières ouest. 53 ans après l'indépendance, les mines antipersonnelles continuent à semer la mort parmi les civils. 7000 victimes de jeunes agriculteurs pour la plupart, mais aussi des femmes et des enfants, ont été recensées. Certains sont même condamnés à vivre avec de lourdes séquelles, aussi bien physiques que psychologiques. Les dernières victimes, une femme et 2 enfants, ont été enregistrées en mars dernier dans la ville de Larouat. L'Algérie, qui a signé la Convention d'Ottawa le 27 novembre 2004 d'interdiction des mines, s'est engagée à détruire toutes les mines antipersonnelles, ne laissant que 6000 à des fins d'entraînement. Aujourd'hui, plus de 2 millions de mines sont toujours actives. Des organisations non gouvernementales et des associations algériennes appellent à la révision de la Convention d'Ottawa afin de faire endosser aux États polluants la responsabilité matérielle et historique devant les pays victimes. Je respecte tous les Français et j'ai rien contre les Français. C'est ici que la bombe a explosé hier soir entre 17h30 et 18h. Qui est-ce qui était visé? Tout le monde. C'est nous. Vous dites C'est les Arabes qui ont été visés. C'était nous qui ont été visés. Pourquoi? Pourquoi Parce qu'ici, avec la politique de Godet, c'est normal, on pousse tout le monde au racisme. Je respecte tous les Français et j'ai rien contre les Français. En Corse, 4 personnes ont été blessées à l'arme blanche hier lors d'une rixe dans la commune de Cisco, près de Bastia. Les violences auraient opposé 2 groupes de jeunes. Très rapidement, cette altercation a donné lieu à des attroupements. Une centaine de policiers et gendarmes ont été mobilisés. Edilia Eugène Mormain. Le maire de Cisco tente d'appeler ses habitants au calme, en vain. Devant la préfecture de Haute-Corse, les manifestants réclament des représailles. On va monter, on vous espère savoir. On va monter à Lupine. Plusieurs dizaines de personnes vont répondre à l'appel de cet homme. Direction Lupino, quartier populaire de Bastia, où habite le groupe de Corse d'origine maghrébine, accusé d'avoir agressé plusieurs jeunes de Cisco samedi soir. Un fils âgé de 18 ans, il a été tabassé, mais il n'a pas eu de blessure grave. Mais une blessure qui est certainement grave pour lui, c'est d'ordre psychologique. Sur place, plusieurs dizaines de gendarmes tentent de barrer l'accès au quartier avant de céder devant l'insistance des manifestants. Pas de violence aujourd'hui. Aujourd'hui, je dis bien, hein. Après, il ne tient qu'à eux de savoir ce qu'ils veulent faire. Nous, on sait ce qu'on va faire. There are many people who feel that it is useless and futile for us to continue talking peace and non-violence against a government whose reply is only savage attacks on an unarmed and defenseless people. Nelson Mandela abandonne la stratégie de la non-violence et fonde la branche armée de l'ANC. Il entre dans la clandestinité et avec un passeport éthiopien entreprend une tournée des pays africains à la recherche d'aide et de soutien. En mars 1962, il est au Maroc, à Oujda, près de la frontière algérienne. C'est dans ce camp militaire que Mandela participe à quelques entraînements avec des combattants algériens. Il retiendra surtout les leçons de stratégie révolutionnaire prodiguées par les Algériens. La lutte armée n'a pas pour objectif de remporter une victoire militaire, mais de libérer les forces politiques qui feront tomber l'ennemi. L'été 1962, de retour en Afrique du Sud, Mandela est arrêté. C'est dans une tenue traditionnelle de sa tribu que Mandela se présente devant ses procureurs. Parmi les chefs d'accusation figure son entraînement militaire avec les Algériens. À l'automne 1962, Bendela dirige un pays désorganisé qui a du mal à se relever de 8 ans de guerre et du départ massif des Européens d'Algérie. Son indépendance acquise, le peuple réclame désormais du travail et des logements. Ces difficultés économiques n'empêchent pas Ben Bella de s'engager pour l'Afrique, dont il fait son domaine réservé. Une revue est dédiée à cette cause, Révolution africaine. La direction est confiée à Jacques Vergès, l'avocat français des militants du FLN algérien durant la guerre d'indépendance. Jacques Vergès connaît plusieurs leaders africains qu'il a rencontrés à Oujda. Révolution africaine affiche dès ses débuts sa dénonciation du colonialisme et de l'impérialisme et leur sainte alliance en Afrique.
La tête, elle fume, je comprends. Ben Bella pense qu'un soutien logistique et des armes pour les rebelles congolais suffirait. Ils veulent l'un et l'autre mettre fin au règne de Moïse Tshombe, l'homme des Américains en Afrique et un des responsables de la mort de Patrice Lumumba. Patrice Lumumba était le père de l'indépendance du Congo belge. Devenu Premier ministre en juin 1960, Lumumba était en conflit avec l'ancienne puissance coloniale, la Belgique, qui voulait garder un contrôle sur le pays. À l'instigation des Belges et des Américains, Patrice Lumumba est arrêté par le colonel Mobutu, chef d'état-major de l'armée. Il est brutalisé sous les yeux de sa femme et de son fils. Mobutu le livre à Moïse Tshombe qui contrôle le Katanga, une riche province du Congo. Tshombe torture puis exécute Lumumba en janvier 1961. Alger se souvient de Patrice Lumumba, celui qui a payé de sa vie sa soif de liberté pour son peuple. La tête, elle fume, je comprends. Le mouvement de libération africain s'installe dans la capitale algérienne. Le Mozambique est représenté par le Frélimo, la Guinée-Bissau et le Cap-Vert par le PAIGC d'Amilcar Cabral, l'Angola par le MPLA et le FNLA. Certainement que tu bouges pas, hein? Parce qu'ils sont chez moi, certainement qu'ils partent. Une solidarité militante anime ces mouvements de libération, tous financés par l'Algérie, qui leur apporte un soutien militaire et diplomatique. Une belle villa au centre-ville est mise à leur disposition. C'est là que le Guinéen Amilcar Cabral tient ses conférences à chacun de ses séjours dans la capitale algérienne. Le dirigeant du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, le PAIGC, sait que la guerre se gagne aussi sur le terrain diplomatique. Alors Alger est devenu une caisse de résonance de son combat pour la liberté. Cabral, qui a le sens de la formule, qualifie un jour Alger de Mecque des révolutionnaires. À un journaliste qui lui demande d'expliquer cette formule, Cabral répond « Les musulmans vont en pèlerinage à la Mecque, les chrétiens au Vatican et les mouvements de libération à Alger. » Oscar Montero s'active beaucoup pour le rayonnement international de son organisation. Mais c'est la solidarité avec les autres mouvements de libération qui luttent contre l'empire colonial portugais qui lui paraît essentielle. Il sait que leurs combats sont liés et que la victoire de l'un servira les autres dans la guerre menée contre l'armée portugaise. C'est difficile de dire combien de temps va durer notre lutte. Nous ne faisons pas de pronostics. Nous disons, comme disaient d'autres camarades de combat, nous disons en réponse à cela, eh bien, combien de temps les Portugais peuvent continuer à faire la guerre? Combien de temps veulent-ils continuer à la faire? Veulent-ils la faire 1 an? Nous ferons 1 an et 1 jour. Veulent-ils la faire 10 ans? Nous ferons 10 ans et demi. Tous les autres d'Alger n'ont pas choisi de venir dans cette ville. L'ancien assassin de Lumumba, Moïse Tshombe, est arrivé en Algérie suite à un détournement d'avion. En cette année 1967, Moïse Tshombe était en exil en Espagne. C'est lors d'un voyage que son avion est détourné vers Alger par une de ses relations d'affaires. 2 ans auparavant, Moïse Tshombe avait été destitué de son poste de Premier ministre et condamné à mort par contumace par celui qui est devenu le maître absolu du Congo-Kinshasa, Joseph Désiré Mobutu. Mobutu, probable commanditaire du détournement d'avion avec l'aide de la CIA, envoie une délégation à Alger pour demander à Boumedienne l'extradition de Tshombe. Boumedienne tergiverse et finalement refuse. Nous avons parlé de crimes contre l'humanité africaine. Ce qu'il a fait au Congo, les intérêts qu'il a servis là-bas, l'assassinat de Lumumba et d'autres patriotes congolais font que nous le considérons
comme quelqu'un qui relève de la justice de son peuple, certes, mais également de la justice de toute l'Afrique et de tout le monde progressiste. Sans véritable procès, Tchombe reste prisonnier du gouvernement algérien. Celui qui était habitué au grand luxe termine sa vie dans une villa de style mauresque au mobilier modeste. Il meurt le 29 juin 1969. La tête, elle fume, je comprends. Pancarte de manifestants. Stokely Carmichael, théoricien du pouvoir noir, et un des leaders du Black Panther Party, le mouvement radical contre les discriminations, appelle les Afro-Américains à déserter l'armée et refuser d'aller se battre au Vietnam. Pourchassé par le gouvernement américain, Carmichael trouve refuge à Alger en 1968. Il est devenu un ennemi de son pays. And it is important that we begin now to visit African countries so that when the United States invades Africa, as she will have to in the coming years, we will have developed a revolutionary consciousness among African Americans that they will not fight. En 1969, c'est un autre leader du Black Panther Party, Eldridge Cleaver, qui demande asile à Alger, fuyant les États-Unis après des affrontements violents avec la police. Le gouvernement algérien l'accueille généreusement, met à sa disposition une villa dans le quartier d'El Biyar et lui alloue une bourse mensuelle. Cleaver s'installe en famille. Avec sa femme Kathleen et d'autres militants qui les ont rejoints, il crée la section internationale des Black Panthers, une sorte d'ambassade du peuple noir d'Amérique, à un moment où les États-Unis n'ont plus de représentation diplomatique à Alger. Un centre culturel afro-américain est installé dans la rue la plus fréquentée, au centre-ville. Les jeunes Algériens découvrent ainsi les États-Unis à travers le combat des Noirs américains. Comme pour tous les révolutionnaires en visite à Alger, le pèlerinage dans le quartier de la Casbah est incontournable pour Eldridge Cleaver. La Casbah est le lieu mythique de la bataille d'Alger qui avait servi de caisse de résonance au combat des Algériens dans les années 50. Je voudrais savoir aussi quels sont les moyens qu'ils emploient pour parvenir à leur but. What are the means you are employing to reach your... Guns. La force. La force, le fusil. Le fusil. Uniquement le fusil. He asked if it's the only guns. He asked if it's only guns. And bombs, you know, guns, just like you had to do it here. The way you did it here, with understanding of the problem, with the ideology for liberation, and with fighting men who would put the ideology into practice. Eldridge Cleaver veut créer une armée de libération du peuple afro-américain. Une stratégie radicale à laquelle s'opposent les leaders des Black Panthers restés aux États-Unis. Il découvre à Alger les mouvements de libération africains. Son ambition est de s'inscrire dans l'idéologie panafricaniste qui préconise la solidarité entre les Noirs de par le monde. Le combat des Noirs, d'où qu'ils viennent, a une tribune, la capitale algérienne. Le temps d'un été, Alger est la capitale de l'Afrique en accueillant le premier festival panafricain.